Bienvenue dans l'Actu à chaud, le débat de l'actu brûlante de la sécurité. Alors après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions en 2022 au Stade de France et après 27 jours de compétition de Coupe du Monde de rugby, 5e événement sportif du monde, 20 équipes, 48 matchs, 9 villes hôtes, 600 000 visiteurs et 2 millions de spectateurs. Quels enseignements pouvons-nous tirer en termes de sécurité dans les stades et juste autour des stades Eh bien, à propos d'un événement sportif d'ampleur mondiale. Et ce, à quelques mois de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Gérald Darmanin a assuré que les forces de l'ordre avaient assuré une sécurité quasi totale lors de cette compétition. Eh bien, on va en parler avec mes invités. J'ai le plaisir de recevoir à distance Lionel Lafargue. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Vous êtes directeur sécurité de l'Union Bordeaux-Bègles, le fameux club de rugby, et vous étiez responsable sécurité pour la Coupe du Monde de rugby à Bordeaux, c'est bien ça? Absolument, ouais. J'étais en charge de tout ce qui était sûreté, sécurité, santé, secours et également la mobilité qui a été un point culminant à Bordeaux au niveau de la Coupe du Monde de rugby, la mobilité, ouais, justement. Et je crois que vous avez eu la chance de superviser 5 matchs de cette compétition, c'est ça? Absolument, 5 matchs, dont le champion du monde qui était à Bordeaux, l'Afrique du Sud, qui a ouvert le premier week-end. On avait l'Irlande également, on avait le Chili qui était la première participation pour la Coupe du Monde. On avait de belles équipes et de beaux matchs dans une ambiance plutôt festive. Globalement, c'était plutôt très bonne ambiance. Des nations qui comptent dans le rugby et des spectateurs et des fans qui sont parfois assez chauds. On va en reparler d'ici quelques instants. Notre autre invité sur ce plateau, également à distance, puisqu'ils sont encore plus ou moins proches de leur site sur lequel ils travaillaient. Romain Desfontaines, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes consultant sécurité, vous étiez manager sécurité, sûreté et mobilité des sites pour la ville de Nantes. Oui, c'est exactement ça. Donc du coup, exactement le même poste qu'occupait Lionel. Donc sur Nantes, où on a accueilli, nous, 4 matchs de la Coupe du Monde. Et on a eu aussi le warm-up. Donc avant la Coupe du Monde de rugby, on a eu l'équipe de France qui est venue jouer à la Beaujoire également. Et parmi les équipes qui ont disputé ces 4 matchs? Alors, on a eu également l'Argentine, on a eu le Chili, on a eu Pays de Galles, Géorgie et pour finir, le Japon. Bon, et on sait que les supporters chiliens et argentins sont caliente. Alors, messieurs, sécurité pour la Coupe du Monde de rugby, top ou flop? C'est la question qu'on se pose. Déjà, quelques chiffres au niveau de la sécurité publique. 11 000 membres des forces de l'ordre et environ 3 000 policiers municipaux ont été mobilisés chaque jour au niveau national. Et en ce qui concerne la sécurité privée, eh bien, d'après Gérald Darmanin, elle a été au rendez-vous. Il n'y aurait eu que 3% de défaillance, donc 97% des agents de sécurité privés étaient à leur poste. Comment étiez-vous organisé, vous, à ce niveau-là, et quelle était la répartition sécurité publique privée? Peut-être on va commencer par Bordeaux. Lionel? Alors nous, à Bordeaux, c'est la première fois où le contingent de sécurité fonctionne aussi bien. Pour avoir fait pas mal d'événements en France depuis plusieurs années, d'autant plus que en matière de sécurité publique, il y avait déjà deux forces de sécurité intérieure qui étaient associées, puisqu'il y avait la gendarmerie nationale très présente avec des escadrons de gendarmerie mobile qui étaient sur site, au stade, et qui étaient associés donc aux effectifs de la sécurité publique. Donc parfois, il y a toujours des tensions, les ententes ne sont pas toujours cordiales entre la gendarmerie et la police. Là, ça a été le cas. Il y a une très très bonne entente entre la gendarmerie et la police en matière de sécurité publique. Mais ce dispositif a été complété également par la police municipale, qui est venu en appui au niveau de la circulation, mais aussi au niveau d'une brigade équestre. Et nous, en complément… Combien d'hommes en termes de police municipale et équestre? Ils étaient environ une trentaine sur Bordeaux, ce qui n'était pas énorme, parce que c'est une petite police municipale, c'est à peu près une centaine, par rapport à Nice, par exemple, où il y a 500 policiers municipaux sur la ville de Nice. À Bordeaux, en effectif complet, avec les ASVP, ils sont une 150 maximum. Et on avait par match au stade une trentaine d'effectifs, sachant qu'ils couvraient également la ville, puisqu'on, comme on l'a dit tout à l'heure, on parle du stade et des abords du stade, mais ils avaient aussi le village rugby à sécuriser en ville, et la police municipale avait d'autres missions en ville, et la sécurité publique, elle, était essentiellement concentrée sur le stade avec la gendarmerie. Donc, du coup, on avait à peu près 300 effectifs, on avait 2 escadrons de gendarmerie mobile, plus des effectifs de la sécurité publique, ça faisait à peu près 300 effectifs de l'État, donc des forces de sécurité intérieure, une trentaine de policiers municipaux
Et nous, en sécurité privée, alors moi, s'agissant du Bordeaux, on était aux alentours de 300 à 340 en fonction des jauges. Mais comme on était à guichet fermé, on était plutôt sur 330, 340 effectifs de sécurité privée, qui étaient complétés là pour le coup par pas mal de volontaires et de bénévoles, puisque la Coupe du Monde de rugby, c'était aussi un apport d'effectifs par du bénévolat. Et donc, ces bénévoles étaient associés à ce qu'on appelait le service aux spectateurs, et étaient en appui pas en appui, plutôt, c'était plutôt nos sécurités privées qui étaient en appui de ces bénévoles qui faisaient l'accueil du public aux portes. Ils s'occupaient de tout ce qui était contrôle d'accès et assistance aux spectateurs, à la fois à leur orientation et au contrôle d'accès des portes. Donc voilà. Donc nous, en gros, alors pourquoi ça a bien fonctionné? Parce que au PC Stade, donc il y avait toutes les forces étaient représentées et tout le monde a vraiment communiqué et il y a vraiment eu un partage d'informations qui a permis chacun de compléter et peut-être d'éviter ce qui s'était passé au Stade de France à Paris où parfois il y a un problème de communication, de cohésion entre les uns et les autres, de répartition des tâches. Et là, on avait fait pas mal de réunions préparatoires, que ce soit avec la police, avec la gendarmerie ou avec les polices, puisqu'il y avait la police municipale, et avec les sociétés de sécurité privée qui avaient été déjà pré-choisies, présélectionnées quelques mois avant la compétition, ce qui a permis de bien mettre en place ce dispositif qui a plutôt bien fonctionné. Enfin, je ne sais pas qui s'occupera des JO, mais en tout cas, si le dispositif est reconduit sous la même forme aux JO, ça peut présager de bon augure par rapport à ce dispositif mis en place pour la Coupe du Monde. Pas de manque en termes d'effectifs d'agents de sécurité. Donc, par rapport au nombre de personnes que vous souhaitiez, vous avez eu le chiffre correspondant? Alors moi, j'avais dimensionné le stade d'une façon où, ayant connaissance de ces difficultés d'approvisionnement en matière d'agents de sécurité, pour éviter d'aller chercher des ressources dans d'autres villes ou d'autres sites et d'utiliser les ressources sur site, j'avais essayé de rationaliser le dispositif de sûreté dans le stade de manière à éviter de faire appel à des sociétés extérieures de Bordeaux qui auraient pu être défaillantes en matière d'effectifs. Donc, du coup, c'était un effectif essentiellement local. Et du coup, on connaît à Bordeaux en gros le nombre d'effectifs qui est possible de récupérer sur un événement. Donc, il était dimensionné de manière à ce que les sociétés puissent le fournir et qu'on n'ait pas de problème de manque jour J. Vous connaissiez le bassin d'agents de sécurité, c'est le cas de le dire, du côté de Bordeaux. Combien d'entreprises de sécurité privée ont travaillé pour vous fournir ces agents? 4 sociétés au stade. Il y avait 4 sociétés. Et ces agents étaient triés sur le volet. Vraiment, il y a eu une grosse sélection faite? Oui, alors, comme justement, on essaie de rationaliser et de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Donc, du coup, les sociétés auxquelles on a demandé, la plus grosse société qui fournissait, c'était 120 personnes. Donc, 120 personnes, ce n'est pas un effectif non plus pléthorique pour des sociétés bordelaises qui sont bien implantées. Et les autres fournissaient entre 80 et 90 personnes. Donc, du coup, elles ont pu faire une présélection de leurs effectifs qui ont été fidèles à chaque match. On a pu les fidéliser et du coup, ça a permis. Alors, bien évidemment, il y avait toujours quelques absents en jour J pour des raisons de maladie, d'accident, de retard. Mais on n'a jamais dépassé les 2% d'absence le jour J, ce qui nous a permis d'avoir un dispositif qui était cohérent et qui pouvait tenir la route. Et efficace. Romain Desfontaines, du côté de Nantes, ce continuum de la sécurité, comment ça s'est passé? Alors du coup, très très bien, beaucoup de similitudes avec ce que vient de partager Lionel. Nous, sur tout ce qui était force publique, les mêmes interlocuteurs, la police municipale, donc la gendarmerie nationale, la police nationale. Donc ça s'est très bien passé. On reste quand même sur des schémas hybrides. Donc la plupart des interlocuteurs n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. On a bien vu qu'on était plus dans un contexte d'un essai grandeur nature sur les JO. Donc ça a très 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 bien fonctionné sur Nantes, avec des interlocuteurs et puis des unités auxquelles on n'a pas forcément l'habitude de voir sur ces stades. Donc c'était très très intéressant de travailler avec les préfectures en ce sens. On a eu quand même du temps, on a eu beaucoup de groupes de travail. Je pense que, comme disait un peu Lionel, ces groupes de travail, ce travail en amont fait qu'on arrive à être pas dans l'improvisation, mais vraiment être dans des choses qui sont déjà établies et stabilisées. Donc ça évite d'avoir des quiproquos. Nous, sur le secteur privé, on a fonctionné avec 4 sociétés de sécurité privées. On a également favorisé les acteurs locaux. Pourquoi? Dans le sens où il faut, je pense, être rationnel. Ça ne sert
à rien de prendre des entreprises qui évoluent sur une échelle nationale, parce que ces entreprises-là, ce qu'ils font derrière, c'est très simple, ils sous-traitent avec les petites sociétés du coin. Donc, il n'y a aucune plus-value là-dessus. Il faut avoir un marché, on le prend tel qu'il est et on fait avec. Donc, on a fait ce choix-là et on l'a fait et ça s'est très, très bien passé. C'est-à-dire qu'on a eu, nous, on appelle ça du no-show, donc le plantage agent a été de l'ordre, je dirais comme Lionel, 2%, mais on était sur quand même des volumes également de 370 sur Nantes. Donc, rassurant pour les enjeux qui arrivent, rassurant pour aussi simplement dire que la sécurité privée en France n'est pas si mal. Il y a forcément à revoir, mais voilà, je suis parti pour quand même être positif sur le secteur de la sécurité privée en France, notamment sur la Coupe du Monde de rugby. Alors, parmi les chiffres évoqués par Gérald Darmanin, il dit qu'il y a eu environ 5000 opérations de déminage, soit 80 par jour, et 20 drones malveillants neutralisés. Est-ce qu'à Bordeaux et à Nantes, vous avez été concernés aussi bien par le déminage que par des drones malveillants? Oui, alors je confirme, effectivement. Alors, le déminage, c'était, je pense que ça a été une des missions les plus chronophages pour l'État, puisqu'on était très exigeants, nous, en matière de déminage, et on demandait à ce que chaque fois, l'État, donc les services de déminage, passent dans les hôtels, dans les véhicules utilisés par les équipes, par le staff, qui passent dans les camps d'entraînement, qui passent dans les stades, bien évidemment. Et ça, c'est vrai que le travail a été énorme en matière de déminage, et je trouve qu'ils ont mis les moyens, parce que là pour le coup, l'État a demandé des renforts dans les départements ou les régions qui n'étaient pas concernées, de manière à ce que les sites, puisqu'il y avait 9 sites en France pour la Coupe du Monde de rugby, et donc du coup, nos sites ont pu bénéficier en matière de déminage de nombreux renforts de départements qui, eux, n'étaient pas sollicités, et du coup, ce qui a permis d'assurer les missions, et avec effectivement des chiffres qui sont annoncés. Alors, je n'ai pas fait le calcul, je vous avoue que je n'ai pas calculé combien d'opérations de déminage ont eu lieu, nous, sur la Gironde, mais c'est énorme, et c'est vrai que je pense que les chiffres doivent être bons. S'agissant du deuxième sujet, Les drones. sur les drones. Alors oui, on a aussi eu à chaque match, donc on avait bien évidemment mis en place au stade un dispositif de lutte anti-drone, et on a eu affaire à des repérages de certains drones privés, des gens qui faisaient voler leurs drones à 3-4 km, puisque la détection on pouvait avoir connaissance d'une détection à plus de 3 km du stade. Et donc, les forces de sécurité intérieure intervenaient de manière à vérifier ce qui se passait et éventuellement neutraliser ou demander à la personne d'arrêter son vol qui n'avait pas été déclaré, puisqu'il y avait des zones d'interdiction de vol qui avaient été prises sur chaque terrain. Mais aucun incident à souligner. Hein. Donc, il n'y a eu aucun incident. Alors, et tous les vols, enfin, s'agissant de Bordeaux, mais je pense que ça a été pareil dans toute la France, parce que j'ai vu le compte-rendu qui a été fait, il n'y avait pas de vol de drone malveillant. Il n'y avait aucun acte de malveillance qui avait été lancé par rapport au drone. Et donc, du coup, par contre, ça a permis de vérifier que, moi, c'est la première fois aussi qu'on utilisait ce type de dispositif en France, aussi important, avec des effectifs. Nous, il y avait 9 agents de lutte anti-drone sur le stade à chaque match, donc qui étaient là pour ce dispositif-là, plus un au PC opérationnel. Donc, ça faisait 10 personnes dédiées uniquement à la lutte anti-drone. Donc, là aussi, pour avoir participé à de nombreux événements internationaux ou festifs, c'est la première fois que l'État mettait autant de moyens. Donc, je pense qu'ils seront reconduits sur les JO et que c'est plutôt rassurant pour l'avenir. Robin Desfontaines, du côté de Nantes, pas de problème en ce qui concerne le déminage et les drones? Alors, sur le déminage, nous, on n'a eu aucune problématique pure et dure. Les seules problématiques qu'on a eues, c'est tout simplement, il faut comprendre que le déminage a une fonction vraiment d'intervenir quand il y a un problème, mais il fonctionne toujours en binôme avec des agents cynophiles. Et nous, on a eu plus de problèmes à avoir ces chiens pour fonctionner. Donc, bon, ça, c'est plus un contexte et c'est plus de l'interne au niveau de Nantes. Mais pour les JO, c'est à prendre en compte et c'est le grand retour d'expérience qu'on a eu sur ces sujets. Et sur les drones, en jour de match, on n'a pas eu de problème. Et par contre, en période
utilisation. Donc, hors jour de match, on avait des drones assez fréquents et on a bien vu que bon, la LAD, la lutte anti-drone, répond présent. Mais néanmoins, j'ai envie de vous dire, une fois que le drone est déjà sur site, c'est pas que c'est trop tard, mais pas loin. Donc, il y a quand même des zones d'interdiction de survol qui sont indiquées non en survol, mais on voit bien qu'il y a des failles, quoi. Messieurs, concernant les interpellations, il y en a eu 791, c'était surtout aux abords des stades ou des fan zones. Est-ce qu'il y a eu des moments un petit peu chauds à gérer du côté de chez vous? Moi, à Bordeaux, non. Nous, le plus dur à gérer, c'était les Irlandais le premier week-end. C'était comme essentiellement malheureusement dans le rugby, c'est tout ce qui est alcool, hein. Donc, pour autant, alors oui, des petits accrochages, des altercations, on va dire, mais pas de problème de hooliganisme ou de grande bagarre en général, ça c'est faux. Quelques interpellations au niveau de vente à la sauvette, ça c'est régulier aussi dans les événements internationaux, classiques. Ouais. Et nous à Bordeaux, on a eu une petite exhibition aussi. Bon, c'est commun aussi dans le milieu de rugby, même si on le voit moins à la télé. Mais on a eu une petite exhibition, quelqu'un qui a voulu montrer ses attributs devant une buvette et qu'on a été obligé d'interpeller et de mettre à disposition de la police. Voilà, il a d'ailleurs été poursuivi par la justice, il a été condamné à 500 € d'amende et voilà, pour exhibition sexuelle. Voilà, mais on le sait qu'au rugby, alors avant ça se voyait souvent dans des images à la télé, les gens avaient l'habitude de leur montrer leurs fesses ou voilà, mais ça se perdure, ça perdurait puisqu'à Bordeaux on l'a eu aussi sur un match, donc voilà. Mais voilà, rien de catastrophique. 500 € d'amende, il pourra s'acheter un pantalon. Du côté de Nantes, au niveau des interpellations, est-ce qu'il y a eu des moments un petit peu plus difficiles que d'autres? Alors, nous, ça reste très classique, c'est-à-dire que Lionel, on a eu la même problématique sur le public irlandais qui est très vivant, donc il faut canaliser. Néanmoins, on a eu vente à la sauvette également et on a aussi eu pas mal d'actes type militante qu'on connaît et qui font partie du contexte et on a doublé de vigilance sur ces sujets. J'imagine que le fait que ça soit un public, des fans, des spectateurs de rugby, c'est quand même plus facile à gérer que ce qu'on peut gérer dans le football. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur les mêmes clients, je dirais. Donc, on a la chance d'avoir un public qui est très respectueux, qui est très familial et qui accepte surtout la défaite. Voilà, c'est plus ce qu'on n'arrive pas à retrouver, je pense, du football. Alors, je voulais avoir votre rétex, votre retour d'expérience en termes d'accès, de filtrage et de fouille. Qu'est-ce qui a été peut-être testé? Qu'est-ce qui a été développé pour cette Coupe du Monde? Qu'est-ce qui a finalement très bien marché et peut-être d'autres choses un peu moins et qu'on ne gardera pas pour les Jeux Olympiques? Alors nous, je pense qu'à Nantes, c'est pareil, hein, sauf erreur de ma part, mais nous, à part Marseille et Paris où il y avait du préfiltrage, s'agissant de Bordeaux, il n'y avait pas de préfiltrage qui avait été décidé, puisqu'il n'y avait pas de risque majeur d'attentat avant, bien évidemment, le 7 octobre, puisque nous, les phases de poule ont terminé fin septembre, début octobre. Donc, du coup, on n'avait pas de risque majeur avéré, à part, comme l'a dit Romain, certains manifestations revendicatives, mais de type Greenpeace ou Extinction Rebellion. Donc, c'était plus ce type de population, mais qui était limitée à des groupes d'individus de 10 à 15 personnes. Donc, du coup, on n'a pas mis en place, eu égard à ce phénomène, à la menace qui était à l'époque plutôt basse. Donc, du coup, on n'a pas mis de préfiltrage en place sur Bordeaux. Et le filtrage se faisait à l'entrée du stade avec le système classique de palpation, contrôle des sacs. Bon. Là, aujourd'hui, vu le niveau de la menace qui a été relevé à urgence à Atalanta, puisque le Vigipirate est au maximum de son niveau de vigilance. Donc, je pense que ça aurait été à cette époque-là, on aurait dû mettre en place ce préfiltrage aux abords des stades. Et là, ça aurait coûté, pour le coup, beaucoup plus d'agents de sécurité, beaucoup plus de forces de sécurité. Et si c'est le cas pour les JO, ça va engendrer forcément des tensions, là, pour le coup, en matière d'effectifs et de nécessité, d'où le fait qu'il y ait une réflexion qui est menée au niveau national sur savoir si on n'a pas suffisamment d'agents de sécurité, on fera appel à l'armée. C'est ce qui a été plus ou moins… Effectivement. C'est ce qu'on a entendu dire, c'est dans les tuyaux actuellement. Romain, du côté de chez vous, pour ce rétex de filtrage, de fouille, d'accès? Alors, nous, ça s'est également bien passé. Je rejoins Lionel, on n'a pas eu de préfiltrage en bonne et
éliforme, comme on appelle un préfiltrage. Nous, sur Nantes, on avait quand même des problématiques, puisqu'on avait un nouveau système de contrôle d'accès. On avait les tripodes qui ont été mis spécialement pour la Coupe du Monde de rugby, donc qui a très bien fonctionné, qui a permis d'accélérer cette gestion de flux. Ce qui a bien fonctionné, et moi c'est vraiment un retour d'expérience, c'est que déjà on a eu une météo qui était plus que clémente, donc ça a permis aux gens de venir en amont de l'événement, et dans l'événementiel, la météo est vraiment à prendre en compte, et également les animations que l'événement peut proposer avant. Tout ce qui peut permettre à un public d'arriver en H-3 à un événement permet clairement d'avoir un public assis en temps et en heure pour un coup d'envoi. Donc c'est vraiment, ces 2-3 facteurs qui sont importants pour moi. En termes de matériel, vous parliez de tripode, il y a peut-être d'autres choses. D'abord, est-ce que c'est de la fabrication française et est-ce qu'il y avait d'autres matériels qui ont été mis en place et qui ont été efficaces? Alors nous, oui, nos tripodes ont été, viennent, c'est Nantes Métropole qui a décidé, qui a mis en œuvre les travaux. Donc oui, on était sur du tripode français. On a eu du PDA. Donc les PDA, ce sont les contrôles aux portes qu'on doit effectuer. Le Nantes Métropole en a acheté également. On était vraiment sur un nouveau système, mais qui vraiment a pu permettre d'améliorer cette gestion de flux. Donc, non, vraiment bien. Lionel, en termes de matériel? Le matériel, le stade est récent à Bordeaux, il est de 2015. Ouais. Donc le stade de Bordeaux étant récent, le système des tripodes était déjà en place, mais il fonctionnait bien. Bon, il avait été perfectionné ces dernières années par les Girondins de Bordeaux, donc ça fonctionnait très bien. Le débit aux entrées est très rapide au niveau de la lecture des billets, de la billetterie, y compris sur des smartphones où on peut lire. Alors, il y a parfois des problèmes d'éclairage, mais techniquement, je trouve qu'il y a eu des améliorations de fait ces dernières années, notamment sur les stades, mais celui de Bordeaux en particulier, puisque il est récent. Donc, comme il bénéficie d'une technologie assez récente, forcément, ça facilite les flux d'entrée et on perd plus de temps à la palpation qu'au contrôle d'accès avec les smartphones là, il y a essentiellement que du smartphone, même s'il pouvait y avoir du billet imprimé, de l'e-billet, mais on n'a pas eu de problème de lecture et de contrôle d'accès. On a eu plus de lenteur après au niveau des palpations, parce que quand on fait des palpations sérieuses, vous savez qu'une palpation, c'est minimum 30 secondes, et avec des fouilles. Donc du coup, le ralentissement pouvait se faire à la palpation, et c'est ce qui peut se passer justement avec un niveau d'exigence relevé en matière de sûreté, si on doit, ce qu'on va dire, des palpations un peu poussées, faire de haut en bas, ce qui devrait se faire à chaque fois, même si on voit très bien que ce n'est pas systématiquement le cas. Mais là, pour le coup, si le niveau de Vigipirate reste aussi élevé, je pense que les attentes aux portes risquent d'être plus élevées pour les JO que pour la Coupe du Monde de rugby. Donc il va falloir trouver des solutions aussi pour l'expérience visiteur, spectateur qui patientera. Pour terminer sur ce chapitre du filtrage, de la fouille, ce qui est important, c'est de signaler aussi que c'est un public qui est probablement plus féminin dans le rugby que dans le football. Donc ça veut dire que les palpations doivent être bien évidemment assurées par des femmes. Est-ce qu'il n'y a pas eu des manquements là-dessus? On sait que dans la sécurité privée, on tente de recruter de plus en plus de femmes et que ce n'est pas toujours facile. Est-ce que vous avez atteint votre objectif à ce niveau-là? Oui, alors moi, oui, nous, ce qui se concerne de Bordeaux, alors on a atteint les objectifs parce qu'en fait, on a concentré. Alors oui, je confirme qu'il y a toujours un manque d'éléments féminins dans la sécurité privée, surtout dans le milieu événementiel. Mais du coup, on a concentré les femmes au niveau des palpations et il y a d'autres fonctions ou d'autres postes qui étaient dédiés uniquement aux hommes. Je veux dire, par exemple, les gens qui étaient sur le terrain, on a concentré les masculins autour du terrain, sur la pelouse, et les femmes, on les a plutôt mis aux palpations, même si elles auraient pu, bien évidemment, assurer les missions sur le terrain. Mais on a essayé de les mettre, quand on avait de la femme, on la mettait à la palpation de manière à atteindre les objectifs fixés. Romain? Nous, sur Nantes, on était sur 80 agents de palpation. On a réussi à faire sur pratiquement un tiers en féminin. Mais même avec ce tiers féminin, donc on était sur 25-30 féminins, on a bien vu qu'il nous a manqué des agents féminins, donc compensés par du magnétomètre. Donc là-dessus, oui, on a bien vu qu'il y avait un manquement d'agents féminins. Oui. Rapidement, je voudrais aborder le côté des sportifs, parce que l'info à chaud, c'est le cas de le dire, c'est le nom de notre émission, nous le montre. On a vu récemment lors du match de foot OM-OL le quart des joueurs de Lyon caillassé, l'entraîneur gravement blessé au visage. Est-ce qu'il y a eu des cas dans ce
ce genre pour les joueurs, pour les staffs ou les arbitres sur l'un de vos stades? Alors, que ce soit sur le stade, s'agissant de Bordeaux, ou sur ce qu'on appelait les camps de base, les camps de base, c'est là où les équipes venaient s'entraîner, ou les hôtels où elles logeaient, on n'a eu aucun incident à déplorer. Aucun incident, c'est même les joueurs parfois qui allaient au-devant des supporters pour venir faire des selfies, qui allaient prendre des photos, qui allaient prendre qui répondaient aux questions. C'est vrai que ce phénomène est même assez surprenant qu'aujourd'hui encore, les rugbyman de ce niveau-là soient accessibles très facilement et sans aucune agressivité de la part des supporters ou quelques fans, parce que parfois on peut avoir des fans aussi. Moi, je l'ai vu on a fait un entraînement ouvert où on avait la Nouvelle-Zélande qui est venue à Bordeaux pour une semaine en villégiature. Et en 4 heures, on a vendu, c'était une réalisation, on a distribué 10 000 places en 4 heures de temps pour cet entraînement ouvert au public. Et les joueurs néo-zélandais se sont rapprochés des gens dans les tribunes, ils sont arrivés autour du bus, vraiment dans une très très bonne ambiance. Les gens s'y prêtent, à la fois les joueurs, le staff et le public, et qui est très respectueux et très, avec des comportements dignes d'un supporter de rugby. Et parfois, effectivement, on ne le retrouve pas toujours au foot, malheureusement. Et encore ce week-end, alors s'agissant de Bordeaux, j'ai encore un exemple ce week-end pour contredire malheureusement ce qui vient de se passer dans le rugby, puisque les joueurs de Bordeaux, des Girondins de Bordeaux qui sont rentrés de Bastia à l'aéroport dimanche, se sont fait insulter, agresser par des supporters de foot. Donc on voit bien les différences sur un même site, sur une même région, sur une même ville, la différence entre deux types de supporters, rugby et football, avec des comportements différents. Du côté de Nantes, Romain Desfontaines? Du coup, nous, sur Nantes, aucune problématique. Bon, après, la différence qu'il y a sur ce type par rapport au foot, c'est que nous, nos équipes étaient quand même accompagnées des membres du GIGN avec des précurseurs. Il y avait quand même, je pense, un peu plus de sécurité autour. Mais néanmoins, voilà, ils étaient relativement accessibles et grâce on va dire, à ce type de supporters, on arrive à faire quelque chose de beau et de sécurisé. Est-ce que vous avez effectué au fur et à mesure des sondages auprès des spectateurs, justement pour avoir leur sentiment sur la sécurité dans vos stades et pour savoir ce qu'on pouvait encore améliorer? Alors moi, à ma connaissance, on n'a pas eu de sondage, j'ai pas eu de retour de sondage en tout cas. Des gens satisfaits d'être venus au match, d'avoir vu une bonne ambiance, mais il n'y a pas eu de question de sondage particulier pointé sur la sécurité. C'était plus des sondages où vous passez un bon moment, est-ce que c'était sympa, voilà. Il n'y a pas eu de sondage particulièrement axé sur la sécurité, à moins qu'un Nantes il ait fait, je ne sais pas, Romain, peut-être. Non, moi, de mon côté également, hein, tout ce qu'on peut dire, et là-dessus, je pense que tout le monde le rejoint, c'est que les gens étaient vraiment heureux et contents de venir dans un match de rugby. Ça a été relativement apprécié par l'ensemble. Et que ça soit, enfin, je parle pour Nantes en tout cas, que ce soit par les organisateurs, par les services étatiques, par la sécurité privée, ça a été un événement qui a vraiment fidélisé et familiarisé le domaine de la sûreté-sécurité au sens large. Alors, les enseignements de cette Coupe du Monde par le ministère de l'Intérieur, hein, c'était publié, il y a trois points, mettre en place dès le départ le niveau maximal de sécurité, ce qui permet de conserver une stabilité, une sérénité dans la conduite de l'événement, quel que soit le contexte, qu'il soit national ou international. Une ligne directrice, la prise en compte de l'expérience spectateur, c'est important, la stratégie des plans zéro délinquance avec la sécurisation des transports, des lieux touristiques, du dernier kilomètre vers le site, entre autres le stade, et l'importance des plans de mobilité. Ça rejoint ce que vous pensez, messieurs? Oui, moi c'est vrai qu'on le voit pour ce type d'événement, il est vrai que l'État a une attention particulière, il faut le noter. Bon, nous, dans la sécurité privée, on met en place ce qu'on a l'habitude de faire autour des stades, dans les stades plutôt, aux abords des stades. Mais là, pour le coup, l'État avait mis les moyens, enfin moi je parle pour Bordeaux, en matière de mobilité, en matière de sécurisation des transports, en matière de sécurisation de la ville. Forcément, il y avait des forces mobiles, il y avait 6 forces mobiles à Bordeaux, il y en a 0 en temps normal. Hein. Même si le plan zéro anti-délinquance était en place depuis quelques mois sur Bordeaux, il n'avait pas fait l'objet de renforts de forces de sécurité intérieure, de forces mobiles, avant l'arrivée des équipes à Bordeaux. Donc du coup, cette arrivée de forces supplémentaires, notamment de forces mobiles, fait que le plan délinquance zéro, il est facilement applicable, parce que vous avez quand même beaucoup de forces de sécurité déployées sur le territoire, visibles. Et donc, ça
engendre un climat de sécurité. Et automatiquement, donc en l'état, alors là, par contre, la difficulté pour les JO, ça va être de déployer toutes ces forces mobiles, savoir où est-ce qu'on les met sur Paris, parce que vu l'étendue des sites à sécuriser pour les JO, ça va être beaucoup plus compliqué, à mon avis, que pour la Coupe du Monde, où c'était quand même concentré sur 9 sites, et c'était facilement identifiable, et alors que là, ça va être plus compliqué, je pense. Romain, rapidement, sur ce point-là, on va conclure juste après par rapport aux JO, effectivement, Lionel. Enfin, honnêtement, je pense que Lionel a bien synthétisé le sujet. Hein. Les choses étaient semblables sur tous les sites. Il y a eu un accord national sur la mobilité, sur la sûreté, sur la sécurité. Donc, je n'ai rien ajouté sur ce qu'a dit Lionel dessus. Alors justement, pour terminer, le ministre de l'Intérieur a affirmé que les moyens pour assurer la sécurité des JO de 2024 et de sa cérémonie d'ouverture sur la scène seront décuplés par rapport à ceux mobilisés pour la Coupe du Monde de rugby. Sans langue de bois, messieurs, pensez-vous qu'on réussira cette épreuve de la sécurité des Jeux Olympiques? Moi, je pense que, quels que soient les moyens, alors forcément, l'État mettra tous les moyens dont il dispose. Mais le risque zéro, en matière de sécurité, il n'existe pas. Donc là, vu le niveau de menace actuellement en France, je pense que le risque, il sera réel. Et quels que soient les moyens déployés, même si, encore une fois, on met des moyens de lutte anti-drone, hein, puisque moi, je les ai constatés, c'est la première fois que je le vois, donc je pense qu'il y aura les moyens qui seront mis en place. Mais comme le disait Romain, le drone, il peut arriver le temps qu'on le détecte et qu'on l'abatte, il aura pu faire des dégâts et ça va être très compliqué. Donc, du coup, la menace, elle est réelle. Elle sera là, l'État mettra les moyens, la sécurité privée essaiera de répondre présent avec aussi les moyens, les effectifs qui seront à disposition. Mais en tout cas, le risque zéro n'existe pas. Donc, ça reste quand même, il y a quand même un enjeu majeur en matière de sécurité pour les JO. Oui, alors moi pour terminer également, bon après mettre les moyens, très bien, mais faut-il les avoir. Hein. On voit bien que entre ce que veut l'État et ce qui est à disposition, hein, que ce soit sur la réserve militaire, gendarmerie, police ou sur le volume des agents de sécurité, on voit bien que clairement on n'y est pas. Et second point sur la sécurité des Jeux Olympiques, je pense que tout est fait en compte. Par contre, sur l'ouverture, c'est autre chose. Et là-dessus, moi, enfin voilà, je suis très partisan du discours de Alain Bauer sur cette cérémonie. Je suis sur le même fil que lui là-dessus. C'est-à-dire que je pense que c'est très compliqué à gérer en sûreté sécurité. Le risque zéro, comme tu disais Lionel, n'existe pas, mais là, on est sur quelque chose de vraiment démentiel. C'est-à-dire qu'on peut avoir une attaque aérienne sous l'eau ou sur la voirie. Donc, c'est dément. Clairement, c'est assez lunaire, mais en espérant que ça se passe bien. Ouais. Effectivement, on se complique les choses. On en avait déjà parlé précédemment sur ANews Sécurité. On en reparlera bien évidemment. Merci mille fois Lionel et Romain d'avoir été avec nous. Merci Alexandre. Je pense qu'on peut mettre la note de 18 ou 19 sur 20 sur la sécurité, en tout cas de cette Coupe du Monde de rugby. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'Info à chaud. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.